Alors, les causes structurelles de la violence au Mexique, c'est une question qui est assez complexe parce qu'on a toujours tendance à croire que le brote de violencia, il est tout à fait récent alors que c'est pas vrai. Ça fait quand même partie d'une vraie culture mexicaine. La culture mexicaine est violente. Je ne vais pas remonter jusqu'aux Aztèques, aux sacrifices, parce que ça remonte un petit peu loin. Mais il n'empêche qu'il y a toujours eu cette tradition de violence, de bandits, même dans la littérature. C'est devenu un genre, hein, le bandit mexicain. Donc c'est un problème qui est ancien, qui est, je dirais, structurel. Hein. Mais ça a changé, je dirais, au niveau quantitatif, à partir des années 90, avec l'influence des cartels de la drogue de Colombie, bien sûr, et avec l'importance que ça a pris le trafic de drogue au Mexique. C'est devenu aujourd'hui une des principales activités économiques. On chiffre à peu près à, certains parlent jusqu'à 40 milliards de dollars par an générés par le trafic de drogue. Donc c'est beaucoup plus, par exemple, que le tourisme, qui est devenu maintenant presque une rigolade. Donc les enjeux sont très très forts. Et il y a eu un déclencheur. Ce déclencheur, c'est 2006, hein, avec la guerre qui a été déclarée au narcotrafic par le nouveau président de la République, Felipe Calderón. Et là, on a eu effectivement, je dirais, un saut dans la démesure, dans la guerre. Alors, les États-Unis ont essayé d'aider le Mexique dans cette lutte contre les narcotrafiquants, notamment avec l'initiative Mérida, qui a été prise pour donner des financements, des outils, des moyens, des armes, des caméras, vraiment de la haute technologie qui vient des États-Unis pour protéger le Mexique contre ses propres trafiquants, parce que le Mexique, finalement, c'est la porte d'entrée vers les États-Unis, donc on comprend pourquoi il y a eu cette initiative. Et là, ça a lancé effectivement une guerre, une véritable guerre, c'est l'armée qui a été impliquée, et la violence, c'est vraiment est montée de manière terrible. Alors, le gros problème du Mexique à l'heure actuelle, c'est que il y a des connexions permanentes un petit peu partout entre les narcotrafiquants et la société mexicaine et bien évidemment le monde politique. Et ça devient très difficile parce que l'État qui est chargé de lutter contre le narcotrafic est lui-même gangréné. C'est comme, si on fait une comparaison, le cancer avec des métastases. Hein. Le narcotrafic, il y a les cartels qui dirigent tout ça, et ils ont des métastases un petit peu partout qui s'infiltrent. Et effectivement, certains observateurs étrangers ont dit que le Mexique, ça y est, était devenu un narco-État. C'est à mon avis pas complètement vrai, mais d'un certain côté, quand on regarde les enquêtes qui ont été réalisées par le Sénat mexicain lui-même, on se rend compte qu'il y a des connexions qui sont terribles. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le fameux plomo o plata. Hein, de l'argent ou du plomb. C'est-à-dire que si on est policier, par exemple, ou si on est juge, les narcos proposent de l'argent, on est acheté, et si on ne se laisse pas acheter, eh bien on se fait descendre. Donc les gens, ils ont vite calculé, ils préfèrent accepter la plata. Selon le Sénat, si je ne me trompe, le Sénat a calculé qu'il y avait à peu près 6 juges sur 10 qui étaient en fait achetés par des narcotrafiquants. Et il y a un chiffre qui est encore plus terrible, me semble-t-il, c'est qu'il y aurait 70% des municipalités mexicaines qui seraient en fait noyautés ou infiltrées par des narcotrafiquants de manière plus ou moins forte, avec au moins 8% de ces municipalités qui seraient sous contrôle total des chefs des cartels. Donc là, on voit bien que comment lutter contre ça, ça devient très très difficile. Le gouvernement en 2008 a lancé une campagne de limpieza pour essayer de nettoyer tout ça. Ils ont eu beaucoup de mal. Il y a quand même eu plus de 3000 policiers fédéraux qui ont été destitués. C'est-à-dire sur à peu près 30 000, c'est 10% qui ont été destitués, donc c'est énorme. Le chef suprême de la lutte contre le trafic, on a découvert qu'il était payé
par un des cartels, le cartel des Beltrán Leiva, donc il a été destitué aussi, et on se rend compte que même dans l'Assemblée nationale mexicaine, il y a des gens qui manifestement sont payés, ont été achetés, où la campagne a été financée par le narcotrafic. Comment lutter alors qu'on est gangréné de l'intérieur? C'est un problème énorme qui est posé au Mexique, et pour le moment, c'est vrai, on n'a pas vraiment trouvé de solution. La guerre, la véritable guerre contre les cartels a été lancée en 2006 par Felipe Calderón. Ça ne veut pas dire qu'avant, les gouvernements ne luttaient pas. Ils essayaient de faire des choses par-ci, par-là. Mais il y avait une sorte de consensus. Tant que ça ne nous affecte pas, nous, directement, finalement, ça n'embête que les gringos. Et c'est bien fait pour eux. Excusez-moi, mais il y a vraiment un petit peu de ça. Mais à partir du moment où le pays, le Mexique, est devenu un pays aussi consommateur et où les narcotrafiquants jouent un rôle politique et économique de plus en plus fort, pour lutter contre ces cartels, le gouvernement a lancé des opérations coup de poing avec l'armée, dans des régions qui sont particulièrement touchées, notamment le Michoacán, dans l'ouest du Mexique, mais aussi dans le nord, vers l'état de Chihuahua, vers le Tamaulipas. Donc des opérations avec des forces de l'ordre, des armes lourdes pour lutter, et avec finalement des effets très faibles. Des effets très faibles. Ciudad Juárez, par exemple, la ville la plus violente du Mexique, est une des plus violentes du monde. L'année dernière, presque 2800 morts liés à des règlements de compte ou à des massacres commis par les trafiquants. Alors qu'il y avait l'armée, ça prouve que ça ne sert pas à grand-chose. Et d'ailleurs, l'armée s'est retirée, la police est revenue. Donc, vraiment, des problèmes énormes qui sont posés et qui font en sorte que même les gens se plaignent de l'armée. On dit c'est l'armée aussi qui provoque un certain nombre de disturbios, de problèmes dans les villes. Le bilan de Ciudad Juárez est terrible. Une ville d'1 million d'habitants qui a perdu presque 400 000 habitants. Les gens ont fui en masse parce qu'ils ne pouvaient plus vivre dans cet environnement. Donc on le voit vraiment, de manière générale, peu de réussite. Alors, de temps en temps, il y a des coups. Il y a des coups, notamment des coups, je dirais, avec COUPS, des golpes fuertes qui ont été donnés aux trafiquants, avec la mort de Arturo Beltrán Leiva en 2009, qui était le chef du cartel éponyme, qui a été remplacé par son frère d'ailleurs, Héctor, appelé H. Donc là, ça a été un coup très fort, mais il a fallu plusieurs centaines de policiers et de militaires pour finalement faire l'opération. Il y a eu d'autres criminels notoires qui ont été arrêtés ou tués. Un des derniers en date, c'est Edgar Valdez, appelé la Barbie, parce que il est blond, il a... On ne va pas dire qu'il a un visage d'ange, mais presque. Et il était surtout connu pour sa cruauté. Donc ça, c'était en août 2010. C'est un coup médiatique qui a été présenté comme vraiment quelque chose de très très fort contre le cartel Beltrán Leiva. Mais en réalité, la Barbie, finalement, c'est qu'un sicario qui a monté un petit peu les échelles, mais c'est pas un des grands chefs. Il y a un autre membre des Beltrán Leiva qui a été arrêté récemment, c'est Sergio Villarreal. Donc ça, là, vous voyez, de temps en temps, il y a des coups qui sont faits, qui dire, regardez, on fait des choses, on réussit à mettre en échec les narcos, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un cartel qui est touché? C'est un autre qui en profite. Et d'ailleurs, on se rend compte, dans la plupart des cas, que quand il y a un chef qui est arrêté, il a été trahi par quelqu'un qui était au service d'un autre cartel. Parce que finalement, on ouvre la voie et les coups portés à l'heure actuelle contre le cartel Beltrán Leiva, c'est tout bénéfice pour le cartel de Sinaloa, qui est lui dirigé par El Chapo Guzmán, qui d'ailleurs fait partie des hommes les plus riches du monde, catalogué en 2009 par le magazine Forbes. Compte tenu en fait
on peut dire, de l'échec de la stratégie militaire, malgré, encore une fois, quelques réussites qui ont été très très médiatisées, on peut dire que ce n'est pas la bonne option. Alors, est-ce que pour autant on peut considérer que le Mexique, c'est un Estado fallido, un État qui n'a plus le contrôle sur rien du tout? C'est pas le cas à mon avis. Il a encore un rôle à jouer, mais en fait, il faudrait s'attaquer à, je dirais, d'autres nerfs pour les narcotrafiquants. N'oublions pas une chose. Je crois qu'il faut le garder en l'esprit. Selon la DEA, donc la Drug Enforcement Administration des États-Unis, il y a 300 000 personnes au Mexique qui travaillent de près ou de loin dans le secteur du narcotrafic, soit pour la production, soit pour la transformation, pour le transport, pour la défense, entre guillemets, c'est-à-dire les groupes paramilitaires. Donc c'est un énorme secteur de l'économie. Parce que ces 300 000 personnes font vivre encore plus de gens, puisqu'il y a des familles qui vont avec. Donc il faut, à mon avis, s'il y avait une chose à faire, ce serait frapper du côté des finances et du côté de la politique. C'est-à-dire qu'il y ait, et il y a des hommes politiques qui disent qu'il faut qu'il y ait plus de contrôle, notamment sur le financement des candidats à des postes de gouverneur, de député ou même de présidente municipale, c'est-à-dire de maire, pour éviter qu'ils soient financés. Donc des contrôles. Il faudrait que les fortunes suspectes, je ne dirai aucun nom, mais il y a des fortunes au Mexique qui ont été bâties en grande partie avec l'argent de la drogue, ces gens-là, il y ait des examens qui soient réalisés par, je dirais, des instances indépendantes pour les contrôler. Si on contrôle en fait les vannes du secteur financier, on va contrôler aussi de manière très indirecte mais de manière très efficace les narcotrafiquants qui sont les principaux bénéficiaires du système. Donc ça, ce sont des solutions. Ensuite, il y a une autre solution qui serait, ça a été abordé, ce serait la dépénalisation de la drogue. C'est une question qui revient régulièrement, pas seulement au Mexique, mais aux États-Unis, en Europe, partout. Si on dépénalise la drogue, bien évidemment, il n'y aura plus de trafic, puisque ce sera, je dirais, à ciel ouvert. Le problème, ensuite, c'est un problème d'éthique. C'est un problème d'éthique, puisque la drogue détruit, et souvent détruit très très vite. Donc, est-ce qu'un État peut se permettre, effectivement, de dire, écoutez, vous voulez mourir, on vous laisse mourir? Alors, les États le font avec l'alcool. L'alcool est en vente libre, sauf pour les mineurs, mais on sait ce que ça donne. Il y a au Mexique, comme dans beaucoup de pays latino-américains, quand il y a des élections, il y a la ley seca, la loi sèche. Je présume qu'au Pérou ou ailleurs, ça existe. Ce qui n'empêche pas les gens de faire des provisions avant pour pouvoir se saouler comme il faut pour fêter la victoire ou se consoler de la défaite. C'est une solution qui était abordée, mais qui pose vraiment d'énormes problèmes moraux, en sachant aussi, puisque c'était en fait ce qui est arrivé avec les États-Unis et la prohibition. Finalement, qu'est-ce qui a terminé avec tous les trafiquants d'alcool au moment de la prohibition? C'est quand on a arrêté la prohibition. Mais justement, ensuite, on trouve toujours autre chose, quelque chose de plus fort et qui là est interdit. Donc, est-ce que finalement, c'est pas reculer pour mieux sauter? Je pense que c'est aussi un des problèmes qui risque d'arriver si on légalise ce type de produit.